À la une, après une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a animé une conférence de presse. Le BTS 2013, c'est demain le démarrage des épreuves écrites. Pour les candidats, c'est l'ultime préparation. Et puis en Taïwan, nous découvrirons un entraînement cérébral quasi militaire dans une école maternelle. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, vient d'achever une visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. 2 jours au cours desquels elle a pu rencontrer autorités ivoiriennes, associations de victimes et sociétés civiles. À la fin de son séjour, elle a animé une conférence de presse. Michel Digré y était pour RTI 2. À l'entame de sa conférence de presse, la procureure de la CPI a fait le point de l'audience de confirmation ou non des charges contre Laurent Gbagbo tenue au mois de juin dernier. Ce n'est pas le moment de déterminer qu'une personne est coupable ou pas. C'est juste le moment de dire si l'affaire doit aller en procès, c'est-à-dire au niveau suivant. Et les juges peuvent faire 3 choses selon les statuts. Ils peuvent confirmer les charges sans demander autre chose au procureur. Ils peuvent rejeter les charges. Ou alors ils peuvent demander des informations complémentaires. Et c'est ce que 2 sur les 3 juges ont demandé, avoir des informations complémentaires. Fatou Bensouda a déclaré que sa visite de travail lui a permis de rencontrer les autorités ivoiriennes, les associations des victimes, ainsi que ses services d'enquête basés en Côte d'Ivoire qui continuent de récolter sur le terrain des éléments d'information qui serviront au procès. L'autre chose que nous faisons, c'est continuer de chercher des informations complémentaires au cas où. Parce que vous devez aussi vous rappeler que pendant que le bureau du procureur fait ses enquêtes, nous pouvons continuer de chercher des informations jusqu'au procès. Alors même si nous n'avons pas besoin de ces informations-là à ce moment précis, nous en aurons besoin pendant le procès. Il est donc important pour le bureau de consolider l'affaire. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai effectué cette mission, pour être capable de consolider, de déployer mon équipe sur le terrain. La procureure a également rassuré les uns et les autres sur l'impartialité de la Cour pénale internationale. Dès que les juges de la Cour pénale internationale décideront sur la base de la loi et des preuves présentées par mon bureau de demander l'arrestation et la remise à la Cour d'un autre suspect, peu importe son nom, son rang, son parti politique ou n'importe quelle autre considération, le gouvernement ivoirien devra respecter ses obligations et remettre cette personne à la Cour pour qu'elle réponde de ses accusations devant la justice. Bensouda a enfin reconnu la lenteur de la justice internationale. Il faut laisser la justice faire son travail et prendre le temps voulu pour le faire bien, a-t-elle conclu. Douaniers, juristes et opérateurs économiques réunis pour adopter un projet de loi sur un nouveau code de douane dans la facilitation des procédures de contrôle après dédouanement. Une rencontre qui se tient dans le cadre des grandes réformes entreprises par la Direction générale des douanes ivoiriennes. C'était le vendredi dernier à Grand-Bassam. Thomas Guessombi. Le code qui régit les douanes ivoiriennes est vieux de 50 ans. Il ne répond certainement plus à de nouvelles exigences du temps. C'est pour le remettre au goût du jour que l'actuelle Direction générale des douanes ivoiriennes a initié une rencontre tripartite. Douaniers, experts juristes et opérateurs économiques ont donc réfléchi 5 jours durant pour proposer un projet de nouveau code des douanes et un projet d'arrêté ministériel sur le guide de procédure des contrôles après dédouanement des marchandises. Le séminaire vise à assurer la conformité du code des douanes aux dispositions du code des douanes de l'UMOA et à celle de la convention de Kyoto révisée, ainsi qu'à celle du cadre des langues 16. En abattant ce travail de toilettage des textes, la Direction générale des douanes ivoiriennes veut aussi épouser la dynamique de l'intégration sous-régionale en matière d'union douanière, mais mieux répondre aux normes des organisations mondiales des douanes et du commerce. Quand vous prenez par exemple le e-commerce, en 1964, ce sont des choses dont on ne parlait pas. Le délit de contrefaçon
n'existait pas du point de vue purement douanier. Un autre changement qui va intervenir, la lutte contre le blanchiment de l'argent sale qui n'était pas prévu dans le code de douane actuel. Ce projet de code de douane, s'il est bien appliqué, son impact au niveau des recettes pourra être positif. Le travail des douanes ivoiriennes et leurs partenaires achevé, il ne reste plus qu'à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et au gouvernement ivoirien de prendre le relais. La Côte d'Ivoire aura la certification de l'éradication du ver de Guinée. C'est l'annonce faite par la mission internationale d'évaluation. Mais avant, des recommandations ont été faites aux autorités ivoiriennes. On retrouve Michel Digré. La Côte d'Ivoire était dans un passé récent l'une des zones les plus touchées en Afrique francophone par la maladie du ver de Guinée. Mais depuis 2006, aucun cas de contamination n'a été enregistré. Au vu de ces résultats, l'équipe internationale de certification et d'éradication du ver de Guinée conclut que tous les critères sont réunis pour la certification de l'éradication de cette maladie en Côte d'Ivoire. C'est une maladie très invalidante. Il arrivait qu'un village entier soit assis et qui ne puisse pas aller donc au champ. Nous sommes en phase d'éradication. Je crois que le message doit être porté. La mission indépendante d'évaluation qui est arrivée a abouti à des résultats importants pour nous. Le pays remplit maintenant les conditions pour aller à la certification du ver de Guinée. Ce serait en Côte d'Ivoire la deuxième maladie donc à être éradiquée après la variole. D'ici à décembre 2013, date à laquelle les résultats seront présentés à la Commission internationale pour la certification à l'échelle mondiale, les autorités ivoiriennes ont été invitées à poursuivre la surveillance, mais surtout à adopter certaines mesures, notamment l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les zones précaires. L'équipe d'évaluation qui vient de séjourner en Côte d'Ivoire a sillonné 10 régions, 25 districts, 64 centres de santé et 136 villages. Ils s'organisent par petits groupes pour mettre à profit les dernières 24 heures et réviser les dernières leçons. Les uns venant en aide aux autres, sans doute moins brillants dans quelque matière que ce soit. Eux, ce sont les étudiants candidats au brevet de technicien supérieur, BTS, dont les épreuves écrites démarrent demain, lundi 22 juillet. Laetitia Monglet a assisté à quelques dernières révisions. Suivons son reportage. Les écoliers sont en vacances, mais les classes de cette école primaire de Yopougon restent encore ouvertes. À l'intérieur, des étudiants. Candidats au brevet de technicien supérieur, le BTS, ils se retrouvent là chaque jour pour une révision des cours, mais aussi pour bénéficier des conseils avisés de maître en la matière en attendant le jour de l'examen. On a encore quelques exercices, quelque chose encore à peaufiner pour être prêt pour lundi. Des mathématiques en passant par le marketing ou la communication, aucune matière n'est à négliger. Ça fait pratiquement un mois que nous avons préparé. Nous sommes dans la préparation. Pour moi, je pense que ce que nous faisons aujourd'hui pourra nous apporter plus. On a vu assez de choses même qu'on n'avait pas vues auparavant, mais ça va. Passer en revue les cours reçus 9 mois durant en seulement 48 heures avant l'examen. Une tactique d'évacuation du stress. C'est pas que je suis assez stressé. C'est juste que je fouillette un peu mon cahier pour voir un peu si certaines choses m'ont pu m'échapper durant l'année scolaire. Et puis bon, juste consolider un peu ce que j'ai pu apprendre pour en tout cas mieux affronter les différentes épreuves. Cette année, ils sont environ 46 000 candidats à frapper aux portes du monde professionnel pour certains et à poursuivre les études post-BTS pour d'autres. Le BTS qui boucle ainsi la série des examens à grand tirage, session 2013. La semaine ivoirienne au Cameroun, une plateforme tournante de rencontres d'échanges commerciaux et culturels entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun viennent de procéder au lancement de la deuxième édition qui se tiendra cette année du 7 au 13 octobre prochain à Douala. Grace Kando. La Côte d'Ivoire a l'honneur au Cameroun. Ce sera du 7 au 13 octobre prochain.
La semaine ivoirienne va permettre de faire connaître les produits de l'industrie ivoirienne et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Il sera aussi question de consolider les relations qui existent entre les deux pays. Nous organisons la semaine ivoirienne au Cameroun à l'effet de permettre donc à nos entreprises de pouvoir mieux se vendre au-delà de nos frontières, afin que nous puissions améliorer notre balance commerciale pour que cela apporte un plus à la croissance économique que la Côte d'Ivoire a commencé à amorcer. Ce que nous souhaitons, en interpellant les opérateurs économiques ivoiriens, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils aillent en grand nombre, qu'ils aillent tisser des partenariats, qu'ils aillent se frotter à leurs partenaires camerounais, parce que c'est de là qu'on pourra augmenter les échanges entre les deux pays. Une semaine ivoirienne au Cameroun, une initiative qui permettra aux opérateurs économiques ivoiriens d'explorer de nouveaux marchés. Ça pourrait permettre aux opérateurs économiques ivoiriens d'aller chercher des marchés au Cameroun. Et ça va nous permettre aujourd'hui aussi de pouvoir exporter nos savoir-faire dans un pays voisin qui est le Cameroun. La semaine ivoirienne est à sa 2e édition. Au menu, plusieurs activités, notamment des expositions et des conférences. En bref, le roi Albert II de Belgique a signé l'acte d'abdication en faveur de son fils Philippe, qui deviendra roi de Belgique officiellement après sa prestation de serment à la mi-journée. En Égypte, pro et anti-Morsi continuent de manifester. L'armée a tiré des gaz lacrymogènes ce vendredi contre les manifestants favorables au président islamiste déchu Mohamed Morsi, qui défilait aux abords du palais présidentiel au Caire. Des milliers de partisans de Mohamed Morsi déposés par l'armée le 3 juillet à la suite d'immenses manifestations contre lui et son mouvement. Les frères musulmans sont descendus dans les rues au Caire et d'autres villes d'Égypte vendredi pour réclamer le rétablissement du président dans ses fonctions. Le travail sur la Constitution a démarré aujourd'hui pendant que les pro-Morsi appellent à manifester. À Kinshasa, l'absence de logements sociaux contraste avec les gratte-ciel d'habitation ou de bureaux, villas, hôtels, guest house qui sortent de terre à un rythme effréné. Un boom immobilier qui ne profite qu'aux plus nantis, notamment expatriés, hommes d'affaires et dignitaires du régime. Résultat, les moins nantis fuient vers la périphérie. À Kinshasa, on ne compte plus les immeubles en construction. Bureaux, complexes commerciaux ou appartements. Le centre-ville change de visage, mais le revers de la médaille, ce sont les loyers qui s'envolent. Un ménage congolais normal n'est pas en mesure d'affronter un loyer de $2000 le mois. 500, 600, 700, 800, $1000 le mois, ils ne sont pas nombreux. C'est une classe, une petite classe des familles aisées qui affrontent ces loyers lorsque ce sont des appartements, ou soit ce sont des étrangers qui utilisent ces appartements, des expatriés. Alors, faute de pouvoir payer, la plupart des Kinois ont fui le centre. Ils se sont installés en périphérie, dans des conditions précaires, loin de tout, parfois même sur des sites inondables. Nous, on est pauvres et abandonnés. Ici, on n'a jamais reçu la visite de politiciens. Ils ne se souviennent de nous que pendant les campagnes électorales et viennent avec des t-shirts et des billets de 1000 francs. Le gouvernement a bien annoncé la construction de 4500 logements sociaux. C'était il y a 8 ans. Et pour l'heure, seule une centaine d'appartements est sortie de terre. Nous avons aussi d'autres priorités au niveau du gouvernement. Il avait fallu financer ces priorités-là. Et il y a des entrepreneurs auprès de qui on a remis des fonds, mais qui n'ont jamais exécuté les travaux. Une crise du logement qui risque de s'aggraver encore. Selon les prévisions, la capitale congolaise, qui compte 10 millions d'habitants, devrait atteindre les 12 millions d'ici quelques années. En Taïwan, les responsables d'une école maternelle instituent l'exercice physique au cœur de la pédagogie pour développer le cerveau. Un avis pas du tout partagé. Des sauts, des poiriers, des ponts. Un entraînement quasi militaire pour tout petit. Dans cette école maternelle à Taïwan, l'exercice physique est au cœur de la pédagogie. Un programme inspiré de la marine militaire. C'est la directrice de l'établissement qui l'a mis en place avec l'aide d'un pédiatre. Nous utilisons des exercices de la marine pour enseigner aux enfants à surmonter les difficultés, les obstacles, à relever les défis et à développer leur courage.
Chaque élève de l'école doit réaliser un ensemble d'exercices physiques pour obtenir son certificat d'études. Une formation qui permettrait de développer le cerveau des enfants. Cette thèse est controversée. Si le sport est bénéfique, il faut le limiter pour éviter tout retard de croissance ou déformation. Une limite vite franchie. Au signal du tambour, les enfants enchaînent les exercices. Les petits de 3 à 6 ans y passent leur journée et certains prolongent l'effort. Ici, ces enfants du primaire viennent après l'école pour 2 heures de sport, une pratique encouragée par leurs parents. Ma maman dit que c'est avec la pratique qu'on devient parfait. Elle m'a même demandé de dormir ici pour que je puisse m'entraîner plus. Je trouve le salto arrière difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Des mouvements difficiles, encadrés par un professeur de sport. Il ne faudrait tout de même pas que ces enfants se blessent à force de vouloir atteindre des sommets. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon dimanche sur RTI 2.